Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je ne suis pas seul, je suis avec le capitaine critique, comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Écoute, ça va parfaitement, d'autant plus que nous allons parler une nouvelle fois d'un film d'animation, mais cette fois-ci, retour au Japon, avec ce métrage qui a beaucoup fait parler de lui, notamment à sa sortie française en 2018, il était déjà sorti en 2016 là-bas, le fameux Silent Voice, ou A Silent Voice, ça dépend, Voilà. en version originale, Eiga Koe no Katashi, réalisé par une dame du nom de Naoko Yamada, qui depuis a fait Lise et l'oiseau bleu, qu'on n'a pas vu, peut-être qu'on en parlera un Pas jour, encore. et scénarisé par la scénariste, donc c'est 100% féminin sur la création, Reiko Yoshida. A noter qu'il s'agit d'un film du studio Kyoto Animation qui avait connu un incendie terrible en 2019, mais apparemment là ils reproduisent des choses, donc ça s'est amélioré, on espère en tout cas. Voilà. On croise les doigts. On croise les doigts. Et donc alors, au casting vocal, moi je l'avais vu une première fois en 2018 en version japonaise et je l'ai revu en VF, toi tu l'as vu pour la première fois en VF. C'est ça, honte à moi, il faudra que je le voie en version japonaise un jour, mais Alors, je n'ai vu qu'en VF pour l'instant. Alors, il n'y a pas de nom connu, mais il y a une certaine Mélanie Lemestre, qui je ne pense pas soit une actrice de doublage de métier, mais qui prête sa voix à l'héroïne malentendante du film, et qui est elle-même malentendante. Et ça, c'est intéressant à souligner. Alors, vous l'avez compris, c'est l'histoire, donc, entre autres, d'une petite fille au début en primaire, mais qui va évoluer, enfin, on va voir presque deux timelines, des enfants en primaire et puis 5-6 ans après, fin lycée, on ne sait pas trop. Donc une jeune fille malentendante qui arrive dans une école et qui essaye de se faire accepter des autres, sauf que sur place elle va être plus ou moins, enfin plus que moins d'ailleurs, harcelée par le héros du film, celui dont on voit le point de vue, c'est ça qui est particulier. Le personnage principal. Le personnage principal du nom de Shoya Ishida, qui va donc, mais vraiment être détestable avec cette jeune fille qui s'appelle Shoko Nishiyama, et donc harceleur, etc. Et puis après, en fait, le film s'ouvre sur le personnage donc masculin, le harceleur, des années après, qui est seul, déprimé, au bord du gouffre. On sent qu'il a cette culpabilité en lui, et il essaye de reprendre contact avec donc cette fille qu'il a harcelée, peut-être pour se donner une nouvelle chance, et voilà, se faire pardonner, ou se pardonner lui-même. C'est clairement un film sur le pardon, la rédemption, la solitude, le harcèlement scolaire aussi, les différences, le handicap, c'est très riche. Et voilà. Du coup, toi c'est ton premier visionnage d'un film adapté d'un manga qui est très riche il me semble, et que tu avais commencé à lire. Voilà. Qu'en as-tu pensé de ce long métrage, de plus de 2 heures d'ailleurs, Silent Voice? C'est ça, il faut savoir que moi je n'avais lu que les premiers tomes parce que je savais que plus j'avancerais dans le manga, plus je savais que la lecture serait difficile, mais dans le bon sens du terme, et j'ai toujours repoussé l'échéance. Tout comme le film, je savais qu'en vue des thématiques abordées, qu'il allait me toucher assez personnellement, sans rentrer dans les détails privés. Et je sais que je ne suis pas le plus objectif à ce niveau, mais le film m'a touché particulièrement. Et il fait partie de ces films, de ces rares films à avoir réussi à me faire verser une larme. Et donc c'est un film que je recommande, mais pas forcément pour tout le monde et pas forcément pour toutes les périodes de la vie. Oui. Et toi? Oui, parce qu'il faut le préciser, c'est un film très dur. Le harcèlement scolaire est montré de façon assez frontale, mais avec cette fausse légèreté derrière. Il faut dire que ça se déroule donc dans les années primaires, ce sont encore des enfants. On le sait, ils sont assez cruels entre eux, les enfants. Et presque le film essaye de nous faire comprendre le point de vue du harceleur, son évolution, et nous attacher à lui, entre guillemets, quand il se rend compte de certaines choses et qu'il est en mode rédemption. Ce qui est très rare parce qu'on n'est pas dans du manichéisme, c'est très japonais là-dessus, voilà, on essaye de comprendre les choses. Et on a aussi donc cette jeune fille qui souffre en silence, et pour cause, mais de façon de double silence, c'est-à-dire que non seulement elle ne peut pas parler, un petit peu, elle peut parler, elle peut entendre avec des appareils auditifs et tout, mais voilà, elle ne peut pas vraiment s'exprimer comme les autres aimeraient qu'elle s'exprime, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'elle ne s'accepte pas elle-même, et les autres ne l'acceptent pas. C'est un film qui, voilà, il ne faut pas voir vraiment si on est en période trop déprimée, si peut-être on a des traumatismes de harcèlement scolaire, ça peut être compliqué, ça peut faire remonter des souvenirs à la surface, à l'image du personnage principal, qui a ces souvenirs-là, parce qu'on est dans une timeline présent, il doit avoir 17 ans, mais il se rappelle de pas mal de choses. Nous, on navigue. Quand on est jeune, les enfants peuvent être cruels parfois. C'est ça, c'est exactement ce que je disais du coup. Et alors, j'ai beaucoup aimé le film parce que c'est un film important à voir, vraiment.
ça te prend aux tripes. Après, dans la narration et dans l'évolution des personnages, il y a des choses qui m'ont énervé, mais on voit que c'est un... Non mais attention, énervé dans le sens, c'est un parti pris, c'est bien fait, c'est bien ficelé, tout ça, mais moi j'étais là en mode, mais réagis quoi. Pour la petite fille, parce que la petite fille qui s'appelle donc Shoko Nishimiya, pardon, elle est là, donc comme je le disais, elle reste stoïque, et puis même elle va demander pardon alors qu'elle s'en prend plein la figure. Et moi j'étais là, mais vas-y quoi, défonce-le, enfin il y a un moment. Non mais tu vois ce que je veux dire, moi j'ai trouvé ça... Après, tu vois, là, on va dire que je vais pas parler en connaissance de cause, mais disons que je comprends, encore une fois, à titre personnel, la réaction de l'héroïne. Bien sûr. Justement parce que et aussi dans le film c'est voulu qu'on a envie justement de la voir réagir. Justement il y a une des personnages principales qui lui dit justement de réagir justement, oui. Alors que je ne me souviens plus de son prénom notamment. Je crois que c'est Ueno, hein, mais je suis pas sûr parce que voilà, c'est celle qui en gros est énervée parce qu'elle est toujours en train de s'excuser et tout. Bah, j'étais un peu ce personnage-là, même si elle est un peu plus, elle est quand même un peu détestable aussi celle-là, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est fait exprès, mais j'ai trouvé que c'était fait de manière assez juste malgré tout, parce qu'il y a des personnages qui sont comme ça, qui n'aiment pas que les gens puissent être juste entre guillemets gentils ou ne pas forcément voir le mal chez les autres, et justement ça les énerve parce que justement ils pourraient se dire qu'à leur place ils feraient différemment, mais malheureusement on ne réagit pas tous pareil, et je pense que c'est ça aussi que ce film veut aussi montrer. Dernière petite comparaison avec un film français sorti, alors il me semble l'année dernière, où il y a 2 ans maintenant peut-être, Hors Norme. Oui. Oui. Pour le coup, je trouvais que le film Silent Voice est plus dur à regarder, mais plus juste aussi dans la manière de parler du handicap que Hors Norme, dans le sens où il ne se contente pas, entre guillemets, de montrer c'est un personnage à handicap, mais justement c'est un personnage avec des rêves, avec des motivations, avec une vie justement autour du handicap, et pas juste c'est la malentendante ou c'est la peine. Et c'est ça que j'ai préféré dans Silent Voice, justement, parce que on arrivait au final justement à oublier entre guillemets son handicap pour se dire c'est un personnage, ce n'est pas juste le handicap. Alors, je sais pas si je me suis bien fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui et non, parce que en fait c'est elle-même qui se rappelle à son handicap et qui nous rappelle. Ça qui est terrible, c'est que les autres autour ont envie d'oublier presque, et elle est toujours, enfin c'est terrible quoi. On sent qu'elle n'a pas vraiment le choix. Elle fait tout pour essayer que les autres oublient son handicap. Ah oui, c'est ça qui est terrible pour elle, parce qu'elle n'arrive pas à accepter ce qu'elle vit. Il y a certaines scènes, alors sans rentrer dans les détails, mais quand tu la vois seule ou quand elle s'imagine être seule et qu'on a le point de vue justement d'un membre de sa famille qui la surprend justement dans son lit en train de pleurer à cause de ça, mais qu'elle ne le montre pas, ce sont des scènes assez fortes dans le film, et justement pour montrer que ce n'est pas juste un personnage entre guillemets monochrome, mais montrer que bah oui, elle essaie de faire bonne figure parce que justement elle a été éduquée comme ça, et on lui a montré que c'était entre guillemets la bonne manière d'agir, mais des fois elle n'a pas forcément le choix. Il y a aussi la colère qui peut remonter, et c'est ça, on va dire, qui peut faire la différence entre un personnage fictif et un personnage qui veut s'ancrer dans la réalité. Oui, et puis alors on parlait des autres personnages un petit peu secondaires là, finalement c'est un petit peu les spectateurs, ces personnages, la réaction des spectateurs, tu vois, je viens de me rendre compte de ça. Mais alors au-delà des personnages secondaires, restons centrés sur les 2 principaux, parce que ça parle aussi donc de la solitude. Forcément, elle est seule dans son monde aussi, mais parce qu'elle n'est pas acceptée. Le personnage principal, qui était populaire, on le voit au début en primaire, avec ses 2 potes, là, etc., qui, à force de harceler, retour de bâton, va être lui-même solitaire, et même en dépression ultime au lycée. Et là, bon, il y a presque, c'est l'arroseur arrosé, si vous voulez, le harceleur harcelé. Aussi, et c'est ça qui fait la force du film, c'est que autant au début on n'a pas de compassion sur ce qui lui arrive, vu que il n'avait qu'à pas la harceler. Oui, mais après, au fur et à mesure, à partir du moment où il essaie d'avoir justement ce moment de réadoption, c'est ça où le film est fort, c'est que durant une bonne partie on peut on va dire comprendre ses motivations pour essayer de se racheter, mais ce n'est pas pour autant que on pardonne forcément ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait n'est pas pardonnable, mais c'est la force du film, et c'est de montrer est-ce que on peut malgré tout avancer après ce genre d'action. C'est pas ne pas oublier, ne pas pardonner forcément et tout, mais continuer, se donner une nouvelle chance à partir d'un nouveau point de départ
faire des choses bien, c'est un petit peu l'histoire du film. Et puis évidemment, ça parle de la dépression et du suicide chez les jeunes, c'est un thème qui est très tabou en Occident, pour le coup, on voit pas beaucoup de films là-dessus, dans les films américains ou francophones, etc. Au Japon, c'est très clair. D'ailleurs, ça me rappelle un autre film d'animation, je sais pas si tu l'as vu, de Kei Ishihara, qui s'appelle Colorful, qui pour moi est encore plus psychologique, philosophique. C'est très 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 bon. Et donc forcément, pour moi, Silent Voice est un peu en dessous. Pourquoi? Parce que ça part un peu dans tous les sens, avec beaucoup de personnages et tout, même s'ils ont leur importance. Bon, on peut citer aussi le nouveau meilleur ami, le premier ami qui va se faire au lycée du héros, là, qui s'appelle Nagatsuka, qui est un peu en mode lui-même exclu, donc c'est les exclus qui se réunissent et qui se redonnent une chance. Il y a beaucoup de trucs comme ça a l'air, bon, c'est presque de l'histoire secondaire, mais finalement non, parce que c'est ce qui va redonner goût, commencer à redonner goût à la vie à notre héros. Mais tu vois, c'est très riche, on sent en fait que ça vient d'un manga qui est très profond, avec beaucoup de personnages bien développés. Limite, le film aurait mieux marché en série, peut-être. Voilà. Et tu vois, je pense que c'est, et je comprends, on va dire, à ce niveau-là, ton ressenti, je pense que ça se ressent surtout plus au début qu'au milieu et à la fin, et moi, on va dire que j'ai un peu plus accepté ce style de narration qui me paraissait un peu rapide au début, je le reconnais, mais comme j'avais lu les premiers tomes, je voyais quand même où le film voulait en venir. Du coup, j'acceptais, on va dire, plus ces moments rapides, entre guillemets, au début, là où, alors ça fait longtemps que je n'ai pas lu le manga, mais dans mes souvenirs, il prenait un peu plus de temps pour appuyer cette relation. Oui, mais moi au début m'a accueilli, voir ce harcèlement et tout. Après, c'est qu'il y a beaucoup de choses, et on voit que ça s'étire un peu dans le temps, bon, c'est voulu. Par contre, il y a des choses qui sont profondément réussies dans le film, c'est la gestion du point de vue donc, de Shoya Ishida, parce qu'on voit tout son point de vue, et son point de vue même du regard, parce que quand il est en mode dépressif solitaire, il ne regarde pas les autres, il envoie les pieds les gens, les trucs. Il y a aussi, sans en dire plus, on développera ça en spoiler, mais c'est pas vraiment un spoiler, des croix qui apparaissent sur les visages des personnages, parce qu'il a décidé, il a été isolé, il a décidé de s'isoler, de ne plus parler, de s'imaginer seul dans son monde. Et dès qu'on est de son point de vue, on voit pas les gens, on voit pas le visage des gens, on les voit de dos, de pieds et tout. On ne voit que les personnes, on va dire, qui comptent vraiment pour lui, là où avant, c'était sa famille. Dans l'insouciance de l'enfance et de la mauvaise enfance. On voit sa famille, sa jeune mère, et je crois que c'est sa mère, je suis plus sûr. Oui. C'est sa mère, et il y a sa nièce aussi d'ailleurs. Et sa petite nièce, qui est, voilà. Et il voit que ces gens-là, le reste, voilà. Et il voit ses souvenirs, il voit ce qu'il était avant, ce qu'il regrette d'avoir été, etc. Voilà. Et puis il y a un autre truc qui est très réussi, c'est la mise en scène. Alors, le chara-design des personnages est très bien, c'est très japonais, mais c'est très bien. Mais alors les couleurs, la mise en scène, il y a un art des détails là. Ça c'est beau, tu vois, avec l'eau, le travail de l'eau, notamment cette rivière là où elle donne toujours à manger aux carpes. Ah oui, le symbolisme de la carpe. Le travail du mouvement aussi, notamment dans certaines scènes de parcs d'attractions. Oui, ça alors, voilà, vous avez ces petites touches à la japonaise, les carpes dans la rivière qui symbolisent peut-être un peu le courage, l'amour, la persévérance, le moment de fête, un moment vers la fin, sans en dire plus, qui amène, on ponctue une certaine évolution à ce moment-là. La scène de l'hôpital, pour rester très vague. Mais c'est vrai, l'hôpital aussi qui revient souvent, il y a les cerisiers vite fait, les bruits de cigales pour montrer l'été, on a l'ambiance japonaise et tout, et puis autre chose qui fait très japonais, c'est la psychologie, parce que ce développement psychologique des personnages, on voit un petit peu leur intérieur et tout. C'est un truc qu'on ne voit pas beaucoup aussi dans le cinéma plus européen ou américain. Et ça marche très bien en animation, ça, ce genre de choses. T'as une belle liberté en animation. On y a pensé en off un petit peu à Satoshi Kon. C'est ça. Voilà, par la série Paranoia Agent qui parle aussi de suicide, par exemple. Donc voilà. Dans un autre ton. Dans un autre ton, ouais. Clairement, mais du coup, est-ce que tu as d'autres choses? Alors la musique est sympa, minimaliste aussi, qui accompagne bien l'ensemble. Elle marche, moi je dirais que justement, c'est assez rare, entre guillemets, à noter, on n'a pas de clichés de personnages. L'humour, on va dire que, justement, il n'y a quasiment pas d'humour aussi dans ce film. Il y a par moments certains tons un peu légers, justement, pour en détendre, mais j'ai trouvé que la gestion des enjeux et du développement de personnages est très bien travaillée. Et ce film est la preuve que on n'a pas besoin d'avoir les enjeux d'une ampleur mondiale pour apprécier les personnages et avoir de l'émotion pour parler des personnages. Parfois, une histoire, entre guillemets, simpliste et terre à terre peut très bien marcher en animation et nous faire avoir de l'émotion. Exactement, oui, c'est vrai que c'est très intimiste dans un sens, et c'est ça qui fonctionne. Alors du coup, on va peut-être rentrer maintenant dans cette fameuse zone, attention,
spoiler, parce que il y a une évolution des personnages. Donc on l'a pas dit parce que c'est pas vraiment un spoiler, mais ça peut surprendre au début quand même. Notre personnage principal, il veut se suicider, il a son calendrier prêt, dernier jour et tout. Et au moment où il se suicide, oui, il est sur le pont. Il cherche à se suicider. Alors il cherche à se suicider, mais il a ce souvenir-là qui revient au moment où il s'approche du suicide. Et au moment de sauter, il se dit non, je vais plutôt reprendre contact avec cette fille que j'ai harcelée. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ça. Autant me redonner une chance et voir ce qu'elle est devenue. Et selon si ça fonctionne ou pas, peut-être qu'ils pourront devenir amis. Hein, je fais le geste là. Sa relation avec sa mère au moment où elle, elle découvre son suicide est vraiment très bien travaillée. Et je pense que ça aurait pu être montré de manière exagérée, cartoonesque, mais non. Même le fait de la menace de brûler les billets, même si elle les brûle sans le faire exprès, mais ce n'est pas montré de manière exagérée, cartoonesque pour dédramatiser ce qui est mieux avant. Non, c'est une façon assez amusante de montrer que l'important c'est qu'il ait survécu, qu'il passe à autre chose, l'argent qui brûle, limite on s'en fiche, et c'est ça qui est fort d'ailleurs, c'est que c'est un film qui fonctionne plutôt sur comment on vit nos émotions, l'amitié, l'amour, enfin l'amour. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui est devenu où se trouve son père. Ah bah oui, on sait pas. Ben ça fait partie de ce genre de mystère. On peut imaginer que l'absence du père marque la construction, on voit, du jeune gardement au début, qui joue aux jeux vidéo, qui fait des bêtises à l'école et tout, et qui donc il va harceler avec sa petite troupe, enfin surtout lui, hein, des harcèlements très durs, où il arrache les prothèses auditives, il les balance, le cahier qu'elle écrit pour communiquer, il le balance dans l'eau. C'est horrible ce qu'il fait. Il se moque en écrivant des choses parfois dans le cahier, pas très fin voilà. Aussi. Mais c'est horrible ce qu'il fait. Donc voilà, on voit peut-être qu'il a subi l'absence du père, peut-être, c'est sous-entendu comme ça. Mais après, donc du coup, suicide finalement. Attention. Ah ben non, de toute façon, là, voilà. Suicide, il en ressort, tant mieux. Après, il essaye de faire ami-ami, c'est compliqué parce qu'on découvre qu'il y a quelqu'un qui est proche d'elle, qui se fait passer pour son petit ami au début, mais on voit très très vite. Alors ça, c'est le doublage français aussi, hein, que c'est une jeune fille, que sa sœur. Et ça d'ailleurs, tu vois, si on faisait... D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une version live action de ce film qui est prévue. Je ne serais pas surpris que ça soit le cas, vu le succès quand même que l'œuvre a eu. Mais ce passage-là, en live action, ça serait encore plus difficile, on va dire, d'accepter ce contrat-là. Mais tu le vois très vite venir, ça, c'est pas vraiment une surprise. Il faudrait revoir du coup justement en VO, voir si c'est un garçon qui double ce personnage. Non, alors je crois pas, mais le fait est que bon, les voix françaises des jeunes, par exemple les jeunes, le jeune garçon, le jeune Shoya en version française et tout, c'est une fille qui le fait, on l'entend. Mais ça c'est pas grave, peu importe. Et puis donc, la première fois. Et puis donc du coup il essaye de s'intégrer. En fait c'est notre harceleur, là, Ishida, qui va essayer de s'intégrer à l'entourage de celle qu'il a harcelée. Voilà, c'est l'harceleur qui a harcelé, celui qui refusait d'intégrer, qui essaye de s'intégrer. Et surtout le travail ou la relation entre la mère d'une héroïne et justement notre ex-harceleur qui refuse de l'accepter tout de suite. Et c'est compréhensible venant de la mère justement parce qu'elle n'a pas le même regard justement qu'un enfant. C'est intéressant parce que ça nous montre la société japonaise de ces jeunes parents aussi qui ont peut-être été un peu dépassés. Par exemple, la jeune maman de Ishida, on voit qu'elle a été dépassée, elle a perdu son mari, on ne sait pas comment. Elle a eu un enfant très jeune, ça se voit, et voilà. Le fait que justement les personnages s'excusent en se mettant à terre justement et en se confessant, ça justement c'est une chose qui pourrait peut-être nous paraître, nous entre guillemets occidentaux, étrange, mais justement tu vois la scène dans l'hôpital où l'héroïne se met à genoux à sa mère m'a fait verser une larme. Alors l'hôpital, on va en parler. Là pour moi c'est le bémol du film. Alors le bémol, c'est pas en soi, c'est que bon, le fait est qu'à un moment Nishimiya, donc la jeune Shoko, tente de se suicider. Ça arrive très vite. Tu comprends qu'elle peut en arriver là. Tu comprends, mais sur le moment je me dis oui, d'accord, mais c'est bizarre là d'un seul coup, pouf, elle veut passer à l'acte alors que ça commence à aller mieux, mais bon, en gros, elle se dit non, je préfère disparaître parce que Ishida va être malheureux si je continue à être là. Tu oublies aussi une scène qui est passée, alors peut-être qui n'est pas assez bien appuyée, mais à un moment donné, on la voit avec sa grand-mère à l'hôpital, où justement on les voit parler à un médecin, on ne sait pas trop ce qu'ils leur disent, et juste après, on voit justement la sœur de l'héroïne voir sa grande sœur pleurer juste après cette scène-là.
moi, tel que je l'ai compris, c'est que justement le médecin a dû lui dire que ça allait s'aggraver encore plus sa situation, et c'est peut-être ça qui a dû se dire, qui a peut-être été le petit truc en plus, la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, là où elle pouvait avoir encore un semblant d'espoir. Non, ce qui a déclenché aussi ça, c'est qu'à un moment, elle avoue son amour à Ishida, parce que finalement, elle lui dit tu me plais, mais lui, il comprend pas, et c'est peut-être qu'elle s'est dit il arrivera jamais à me comprendre. Je pense pas que ce soit que ça. Mais bon, à un moment, elle dit il arrivera jamais à me comprendre, ça pourra pas marcher, donc autant que je disparaisse. Et d'ailleurs, ça, allez, si je devais être vraiment objectif, je pense qu'en VF, bon, ils se sont pas trop mal débrouillés de dire tu me plais, la lune est belle. Et je pense que ça marche mieux en japonais parce que justement, ils ont la langue japonaise à ce niveau-là a une certaine subtilité. Sûrement, oui. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai eu un peu de mal à me dire que notre héros se confonde tu me plais et la lune est belle. Non, oui, forcément, il doit y avoir des prononciations qui sont à peu près cohérentes sur une certaine ressemblance. Et puis donc, du coup, elle va se suicider. Lui, il la sauve. Waouh. Voilà. Ah bon, c'est pas réaliste, mais c'est pas grave. C'est très bien fait. C'est pas réaliste. Non, mais bon, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il la sauve et tout. Puis il la remonte et hop, il glisse et il tombe. Et alors, il tombe de, je sais pas, 4 étages. Bon, hein. Et donc là, il y a un très très beau jeu. Hein, à un moment, il fait chaud et froid en même temps. Je t'avoue que, notamment, justement, le jeu avec le rideau, je me suis dit, moi, je pensais qu'ils allaient le faire mourir, ce qui aurait peut-être été d'ailleurs très intéressant dans un certain sens. Je pensais qu'elle allait se retourner et attendre qu'il arrive pour qu'il vienne la récupérer. Mais justement, ce passage-là, je ne l'avais pas vu dans le manga. Donc, alors voilà, et puis bon, arrêté avant. Et du coup, coma, alors il tombe dans le coma, c'est là où il y a une connexion qui se fait à travers les rêves, alors ça c'est, voilà, on est dans la spiritualité totale. Et alors moi, ce qui m'a un petit peu dérangé quand même, tout petit peu, mais bon, c'est un chipotage, à un moment, elle sort de chez elle la nuit, et lui, paf, il se réveille de son coma, voilà. Et alors, direct, hop, il prend ses pantoufles et il sort dans la rue. Alors, il n'y a aucune fracture, rien du tout. Ouais, ok, je vois la scène. Bon, après, il faut se dire que c'est une licence poétique. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, c'est suspension d'incrédulité, mais quand même, le gars, bon, il a dû tomber sur la tête, vous allez me dire. Oui, mais même, enfin, il va pas aller marcher comme ça dans la rue après, je sais pas, 3-4 jours de coma. J'avoue, je me suis dit, tiens, il n'y a personne à l'accueil de l'hôpital. Oui, aussi. Oh, bah oui, tiens, allez hop. L'hôpital est ouvert comme ça toute la nuit aussi. Mais c'est pour ça, à un moment, j'ai attendu, je me suis dit, tiens, en fait, ça va être une scène fantasmée, un truc. Bah non, en fait. Après, tout va bien. C'est un sacré coup de chance qu'elle soit là en même temps au même endroit. Voilà, tout va bien finalement. Allez, c'est... Mais non, c'est pas un coup de chance. C'est pas un coup de chance pour le coup, c'est vraiment une connexion spirituelle. C'est peut-être ça qui lui a donné la force. Alors, là, tu vois, je vais être plus terre à terre que toi et je vais dire que on peut se dire qu'elle est là chaque nuit aussi parce qu'elle n'arrive pas à trouver le sommeil en attendant. Et comme c'est un moment fort en symbolisme, ce lieu de rencontre aussi, justement, qui a été le début de la rédemption des deux personnages. Oui. C'est comme ça que je l'ai vu. J'avoue que je vois pas trop en fait ce que ça pourrait apporter le côté pouvoir psychique. Ah, je sais pas, non, mais c'est le destin, parce qu'ils ont un destin lié quelque part. Ne serait-ce qu'ils aient un prénom qui soit proche, Shoya et Shoko, ils ont le même surnom, Shosho, donc voilà, on peut voir ça comme ça. Mais puis dans le même genre de destin lié que dans le film Je voudrais manger ton pancréas. Ouais, c'est vrai, dont on a parlé. On accepte. Moi, j'ai accepté sans problème là-dessus, mais je peux comprendre. Et puis bon, la fin, l'évolution ultime, il accepte enfin de regarder les gens dans le visage. Alors il avait dit ça quelques jours avant, mais bon, il a mis du temps hop, et les croix s'enlèvent et tout va bien. Mais tu vois, une chose, justement, moi j'avais peur de savoir comment ils allaient gérer la fin. On n'a pas de scène de baiser. Non, mais tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux. Tant mieux. Non mais je veux dire, il n'est pas facile en réalité que finalement les deux sortent ensemble à la face. Non, ils vont être amis, je pense, c'est ça qui... c'est déjà bien, c'est déjà bien. C'est mieux peut-être même, c'est mieux. C'est mieux de montrer justement ça, que justement, elle n'oublie pas pour longtemps ce qu'elle a fait, même si elle ne lui en veut pas. Mais c'est une chose, même si elle lui a dit qu'elle lui plaisait, mais justement, j'ai trouvé que cette fin est assez osée, là où notre film aurait pu tomber dans la facilité un peu trop vite. Une fin feel good où tout le monde est heureux, même voilà. Et heureusement que le film a pris son temps, parce que de 2 heures et quelques, en 1 heure et demie, ça aurait été trop juste.
Non, mais il aurait fallu pas mettre les personnages secondaires autour et se centrer sur les deux et garder le meilleur ami à la rigueur. Tu vois, à la rigueur, scène où à la fin, on pourrait se dire, moi c'est un peu facile comme manière de le faire. Là, justement, celle où tu te disais que tu étais comme elle, justement, à ce niveau-là, ou à la fin, est-ce qu'on t'en juste dire, allez, à plus les losers. Mais bon, non, mais les autres personnages autour, ils appuient le fait que, bah, déjà, c'est le point de vue que les spectateurs peuvent avoir, et aussi la jeunesse un petit peu désemparée du Japon. Il y a ce message-là, clairement, aussi. Hein. C'est ça. Enfin, même la petite sœur, hein, il y a quelque chose qu'elle est pas. Voilà, elle a fait l'école buissonnière et tout, bon, ça va pas fort. Avec le décès de la grand-mère aussi, qui est montré justement d'une manière assez subtile aussi. Ouais, oui, mais on voit que c'est pas très heureux dans la famille, mais elle aussi, absence du père. Hein. Voilà, aussi. C'est ça qui est très fort aussi là-dessus, c'est qu'il y a des destins croisés. Du coup, je pense qu'on peut désormais refermer la zone spoiler. Donc voilà un film qu'on vous conseille, hein, je pense, parce qu'il est très fort, très riche, beaucoup de choses à dire. 2 visionnages pour ma part, parce que c'était mon 2e visionnage, ne suffisent peut-être pas encore. En tout cas, voilà, le message est clair. C'est un film qui, c'est une ode à la vie, ce film. C'est un film anti-suicide, antidépresseur, mais en nous montrant comment on peut tomber dans une dépression. Un film sur l'acceptation, sur le courage. Et c'est bien fait parce que c'est pas forcément dans des stéréotypes ou dans du manichéisme et tout, donc c'est bien. Ce n'est pas moralisateur. Non, c'est ça, c'est que on essaye de comprendre tout le monde, tous les points de vue, on montre ce qui va pas et on essaye de voir comment on peut aller de l'avant et s'en sortir sans pour autant tomber dans le pardon, etc. Du coup, conclusion avec ta note, cher ami. Alors, moi, ma conclusion, si vous avez aimé le film hors norme, vous allez adorer ce film-là. Oui. Et je vais donc donner ma note de Silent Voice. Ce serait, en toute subjectivité, un petit 10 sur 10. Ah, quand même, carrément, tu sors là. Voilà. Là c'est souvent qui te double et comme je t'ai dit, c'est assez, on va dire, personnel, les thématiques de ce film. Je comprends qu'on ne puisse pas mettre 10 sur 10, mais ce film m'a touché et m'a encore une fois fait verser une larme. Et toi ? Alors la première fois que je l'avais vu, j'avais mis 7 sur 10 parce que voilà, mais je garde mon 7 sur 10, je suis dur. Oh, je suis très très dur. Voilà, mais c'est pas grave. Mais c'est un très bon 7 sur 10. J'aurais pu mettre 8 parce que quand même, niveau animation esthétique, c'est très beau et tout, mais il y a des moments où ça vivote dans certaines décisions ou non-décisions, je comprends pourquoi, hein, et qu'il y a des choses qui m'énervent dans la réaction des personnages, mais je comprends pourquoi, mais il y a un moment où je me dis, ok d'accord, bon allez, passons, c'est comme ça, hein, voilà, moi je l'accepte, mais ça me fait quand même rester à 7 sur 10, un très bon 7 sur 10, de toute façon, 7 sur 10 ou 8 sur 10, peu importe, ce ne sont que des chiffres, on vous conseille tous les deux là, voilà, de regarder ce métrage, parce que c'est du bon film d'animation de ces dernières années, c'est très japonais, si vous aimez les films d'animation japonais, regardez cela, voilà, celui-là. Et surtout pour toute la famille. Oui, exactement. Non, mais c'est. Encore plus justement pour peu qu'un enfant subisse des brimades à l'école, ça pourra encore plus te toucher à son âge. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc voilà, c'est très bien, et puis c'est un film important sur la différence et l'acceptation, donc regardez-le. Ça vous fera réfléchir. Vous en sortirez pas indemne, hein, c'est certain. Voilà. Ah non, on est d'accord. Mais le voyage en vaut le coup. Oui, c'est ça, exactement. Bah, du coup, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.